Bouton, des découvertes, mais aussi des hits. Et nous sommes en studio avec l'auteur Benoît Caron pour son cycle de Mogis. C'est une trilogie. 2 tomes sont déjà sortis. Nous allons en parler ensemble. Bonjour. Bonjour Morgane. Alors, on va tout raconter aux auditeurs. La manière dont dont on a programmé cette interview, c'est que vous avez envoyé un message sur un message privé sur la page Facebook de Bouton en disant: est-ce que ça vous dirait de parler de l'actualité de Mogis ? Oui, ça sera bien. C'était la première, la première. Qu'est-ce qui vous plaît chez Mogis comment dire ? Parce que vous auriez pu présenter le roman autrement. Vous auriez pu dire: voilà, je suis un auteur ardennais, j'ai écrit un roman. Mais vous, votre première approche, c'était l'actualité autour de Mogis. Oui, c'est parce que je ne suis pas forcément tout seul à parler de Mogis en ce moment. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'ai revu Yann Lovato, qui a un projet aussi de bande dessinée sur le domaine de Mogis, sur Mogis. Et alors c'est curieux d'ailleurs parce que Yann et moi j'entendais beaucoup parler de Yann Lovato, et puis on ne savait pas que c'était nous qui prenions le train le matin ensemble quand on était lycéens. Et quand on se revoit 34 ans plus tard à un salon de Villarden, pour ne pas le citer, et que l'on s'aperçoit que en fait on travaille tous les deux sur Mogis, on se dit que Mogis c'est un sujet, et je pense que lui le pense aussi, que pour les Ardennes c'est un véritable sujet, ce Mogis. Alors, qui aime Mogis ? Je pose la question parce que je me dis, il y a peut-être des auditeurs qui sont arrivés dans les Ardennes il n'y a pas longtemps, qui donc ne connaissent pas les 4 fils Aymon, Mogis. Donc, qui est Mogis ? Alors, Mogis, c'est un enchanteur, c'est un magicien. Vous voyez Gandalf ? C'est un peu la même chose, mais lui, il est beaucoup plus larron, on va dire. Il est un petit peu plus fripon comme enchanteur. Et surtout, il fait partie de la chanson de geste. Donc, la chanson de geste, c'est quoi ? C'est la tradition orale qui est qu'au Moyen-Âge, en fait, les trouvères et les troubadours, en fonction de là où on se trouvait en France, racontaient, parce qu'on n'avait pas la télé, on n'avait pas Radio Bouton, on ne pouvait pas s'amuser autrement qu'en se racontant des histoires. Et donc, les troubadours, les trouvères avaient cette tradition orale de raconter des histoires. Évidemment, ils essaient de raconter des histoires les plus impressionnantes possibles. C'est un petit peu comme les films américains. Aujourd'hui, il fallait des dragons, il fallait des sorciers, il fallait des fées, il fallait des jeunes femmes enlevées. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Le but du jeu, c'était ça. Le Game of Thrones, le Game of Thrones de l'époque. Oui, mais on n'a rien inventé finalement. Toute cette matière de France, toute cette matière-là existe depuis très longtemps. Mogis, la chanson de geste, c'est le 11e, 12e siècle. Les 4 fils Aymon, c'est avant encore. C'est-à-dire que c'est un préquel, Mogis. Alors, pour situer, on est sur un univers qui est totalement... initialement, la chanson de geste, en fait, c'est un univers qui n'est pas réel. C'est un univers magique, fantastique. Enfin, pas fantastique, mais magique. Et ce qui est marrant, c'est que à l'époque, il y avait des choses qui marchaient bien. Donc, généralement, c'était les combats, c'était tout ça, etc. Donc, chacun, je pense, connaît un peu la chanson des 4 fils Aymon, donc la chanson de geste, avec l'histoire de Bayard, tout ça, etc. Donc, on a des grandes figures comme ça qui reviennent. Et le cousin des 4 fils Aymon, Renaud, Guichard, Allard, etc., Richard, eh bien, c'était un certain Mogis. C'était leur cousin. Voilà, Mogis d'Aigremont, puisqu'il habitait à Aigremont. Et il avait un père qui s'appelait Beuve, ou Beauvau, moi je l'appelle Beauvau, en fait, d'Aigremont, et chacun a sa chanson de geste. Donc les 4 fils Aymon ont leur histoire, Beuve a son histoire, le père de Mogis a son histoire, etc. Chacun a son histoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a des liens, un petit peu comme les Avengers. On a des liens entre chacune des histoires. On a des préquels, comme dans Star Wars. On a eu la préquelle après le cycle initial. Et à l'époque, ça se passait déjà comme ça. Donc, il n'y a pas de surprise. Mais surtout, quand on a quelque chose qui fonctionne, quand on a une épopée qui fonctionne, eh bien, on a envie de faire découvrir ce qui s'est passé avant. On a envie de centrer sur un personnage. Ça arrive aussi. Ça, c'est à la mode aussi en ce moment. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le fait de centrer comme ça sur un personnage. Et c'est ce que vous avez fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris la chanson de geste de Mogis et je me suis dit, je vais la raconter de façon différente, de manière différente, avec un point de vue différent. Et ça a été très audacieux parce que, je parlais tout à l'heure de Yann Lovato, lui, Yann, sa BD va sortir dans peu de temps, il est en phase de promo actuellement. Eh bien, il part du principe que il raconte l'histoire scientifiquement, c'est-à-dire que la chanson de geste à la bonne époque, avec les bons personnages, avec les bons termes, bien traduits, etc., etc. Moi, j'ai décidé de prendre de la liberté par rapport à Mogis. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Ouais, c'est une bonne question, ça. Pourquoi prendre de la liberté par rapport à un personnage ? Parce qu'en fait, il y a une sorte de triptyque. L'histoire des Ardennes, parce que le but de Mogis, en fait, c'est de parler de l'Ardenne, mais de l'Ardenne légendaire.
l'Ardenne celtique. Cette Ardenne avec des forêts, avec des arbres, avec des légendes, avec des monstres à chaque coin de rue, etc. Eh bien, le but du jeu, c'est d'en parler. Parce que, vous savez, on a tendance à toujours imaginer un pays par rapport à ce qu'on y vit, ce qu'on y voit, et par rapport à ce qu'on le fantasme. Si je vous parle de la Grande-Bretagne, vous allez peut-être penser au roi Arthur. Ou à la Bretagne, vous allez penser aussi au roi Arthur. Si je vous parle de Merlin l'Enchanteur, tout de suite, ça vous évoque quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure de Game of Thrones. Il y a The Witcher aussi également. Il y a des jeux vidéo, il y a tout ça, etc., qui donnent des ambiances, qui donnent des histoires. Je parle même pas de Tolkien, qui lui a réinventé et a remis au goût du jour cette héroïque fantasy qui existait pourtant déjà, mais lui, il a su donner en fait sa patte et la rendre passionnante, tant au niveau lecture qu'au niveau des films. On l'a vu récemment. Il y a même des séries qui sortent aujourd'hui qui ont un véritable succès. Donc là, il y a de la matière. Et dans les Ardennes, on a une matière extraordinaire. Je dis pas ça parce que je suis chauvin, je le suis, mais je dis pas ça parce que je suis chauvin. Donc j'habite à Tis, j'habite un petit village à côté de Charleville. Et on a ici, comme beaucoup dans les milieux celtiques, un peu comme en Bretagne, etc., on a un énorme patrimoine culturel qui tourne autour des légendes. Là, je suis venu avec un petit cadre et avec un nuton dessus. Vous voyez comment il est joli comme tout. Il est vieux, il est sympathique, mais voilà, il est avec la forêt, il est dans la forêt, etc. Ben, des nutons, les nutons sont un des petits peuples qui sont présents dans les Ardennes. Mais il y a plein d'autres. Il y a les Lumérettes. Vous avez également Orient, dans la feu, on en parlera encore tout à l'heure. Mais vous avez un nombre incroyable de personnages qui sont merveilleux. Et donc ça forme le patrimoine légendaire des Ardennes. Et il m'est important pour moi de mettre en valeur ce patrimoine légendaire parce qu'il faut qu'on en soit fier. Il faut qu'on soit fier de ce patrimoine, il faut qu'on soit fier de ce qui fait la beauté des Ardennes. Les Ardennes sont très très belles. Allez vous promener du côté du Roque-Latour. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais c'est les Ardennes, c'est un peu l'Irlande en ce moment dans les Ardennes. Et cette ambiance celte, elle est vraiment magnifique. C'était cette ambiance que vous vouliez mettre en avant dans ce cycle de Mogis, plus que Mogis lui-même, ou les deux à part égale? C'est une excellente question. En fait, les légendes font le fond. En fait, tout à l'heure, je parlais de triptyque. Alors, je vais m'expliquer un petit peu par rapport à ça, mais je vais répondre à votre question. La triptyque est la suivante. Vous avez une histoire. En 799, ici, il s'est passé des choses. En 799, ça date pas d'hier, mais il s'est passé des choses. Historiquement, qui sont fondées, voilà, on sait qu'il s'est passé des choses. Charlemagne n'était pas très loin, à Lieberheim, il était en train de prévoir justement ses futurs, c'était pas des croisades, justement, ses futures invasions, etc. Il défendait son territoire et il l'agrandissait. Le pape Léon III était en Italie, il était à Rome, il vivait des moments très difficiles, etc. Donc il y a toute une histoire déjà présente, et dans les Ardennes aussi, parce que Charlemagne venait chasser dans les Ardennes. Il venait avec sa femme, Luitgarde, qui adorait la chasse, et ils allaient chasser à quelques pas d'ici. Et il se passait beaucoup de choses, historiquement parlant. Et puis il y a les légendes. Les légendes, j'en parlais tout à l'heure, les Nutons, tout ça, etc. Toute cette faune, cette flore aussi également des Ardennes. Et il y a la chanson de geste. Et si on parvenait à relier les trois, c'est-à-dire prendre l'histoire, 799, 800, la chanson de geste, donc l'histoire de ce qui est arrivé à Mogis, on en parlera tout à l'heure, et mélanger les légendes avec ça, c'est-à-dire faire tout ce qui fait le terreau des Ardennes, eh bien, on arrivera à une histoire qui serait absolument formidable. Alors, à la question que vous posez, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le fond, c'est-à-dire la forêt, les légendes, les personnages, etc. Ou est-ce que c'est Mogis? Je dirais que Mogis évolue en lui-même dans ce fond-là, et ils sont importants tous les deux. Quand vous lisez les livres, en fait, vous avez une ambiance générale. Et cette ambiance générale, eh bien, c'est l'ambiance que vous rencontriez si vous vous promeniez dans la forêt de l'Ardenne avec tous ces personnages autour de vous. Le roman commence par le tome 1 commence par une dispute entre la mère et son fils. Oui. Alors, si vous n'avez pas encore lu les livres, ce qui est certainement très probable, je peux pas encore dire qui est le fils, justement. Ne serait-ce que pour les auditeurs. Ne serait-ce que pour les auditeurs. Oui, c'est une petite dispute, mais c'est pas bien méchant, en fait. C'est la dispute que pourra avoir n'importe quel enfant avec n'importe quelle maman. Et en fait, c'est pas n'importe quelle maman, et c'est pas n'importe quel enfant. Mais je voulais donner cette impression-là, et les premiers retours que j'ai eus par rapport à ces livres m'ont conforté dans l'idée que c'était une bonne idée. On entre dans une sorte de flou quand on commence à lire ces livres. On ne sait pas où on arrive, on ne sait pas où on est, on comprend pas trop bien. Est-ce que c'est une dame qui est en train de faire la cuisine? Est-ce que c'est un petit garçon qui fait ses devoirs, ou qui doit faire ses devoirs, qui les fait pas? Vous voyez, le cartable parle et on ne sait pas s'il parle vraiment ou si c'est l'imagination de l'enfant qui fait parler son cartable. C'est ça. Au début, on est un petit peu dans le flou et c'est complètement volontaire.
Je n'avais pas du tout envie de simplifier les choses en expliquant de façon docte les différents pourquoi et comment, etc. Et donc on arrive là, on découvre un petit peu comme si on était projeté dans ce monde-là, et qu'on découvre un petit peu le personnage et sa maman. Mais en fait, c'est un trompe-l'œil. Tout est en trompe-l'œil. Au bout d'un moment, on s'aperçoit que ce petit personnage-là n'a rien de normal et que cette maman n'a rien de normal non plus et que ce cartable, s'il parle, c'est justement parce que il se passe quelque chose d'anormal dans cette maison qui finalement n'est pas une maison mais un château et qui est en face d'une forêt qui s'appelle Froidmont, qui existe d'ailleurs. Il se passe quoi dans ce livre? Il faut quand même expliquer, expliquer, on va pas tout révéler, mais les grandes lignes de l'intrigue, c'est-à-dire c'est quoi? C'est une aventure initiatique? Oui, c'est une aventure initiatique. C'est ça, on peut dire, c'est exactement ça, c'est un roman initiatique. Alors le premier tome était un peu sous forme de conte, c'est-à-dire qu'on peut le lire, c'est pour ça qu'il y a un format jeunesse d'ailleurs, qui est très sympa pour les... Qu'on fera gagner aussi, on va en reparler aux auditeurs. Oui, on va les faire gagner. Donc ce conte-là, il peut être lu de façon, allez, on peut lire que ça si on veut. On lit le premier, ça fait un peu plus de 100 pages, c'est très facile à lire, c'est très simple. Et ça, en fait, ça pose les bases. Voilà, il s'est passé ça. L'histoire de Maugis, alors je peux raconter la chanson de Jess très rapidement, l'histoire de Maugis, surtout que moi je la suis de façon assez tortueuse. L'histoire de Maugis, c'est simple. Lui et son frère jumeau, Vivien, sont enlevés le jour de leur naissance par ce qu'on appelle des païens à l'époque. Alors souvent, ce sont des sarrasins, etc. Donc là, ce sont des païens. Ils sont enlevés et forcément, ils sont séparés. Et ils vivent tous les deux donc une jeunesse et une éducation qui n'est pas du tout l'éducation qu'on attendrait à cette époque-là. Mais attention, parce que la chanson de Jess replace, elle, à l'époque des croisades. Vous voyez, donc, c'est assez curieux parce qu'on a ce fameux Charlemagne qui est en 1100 et des brouettes, ce qui est comme assez étonnant quand même, parce que Charlemagne, c'était plutôt 800. Mais la chanson de Jess, ça s'en fiche. La chanson de Jess, elle n'est pas là pour faire de la rigueur, elle est là pour raconter une histoire, pour rappeler. Et donc, il est élevé, et puis, le problème, c'est qu'il se retrouve attaqué. Il y a une esclave, en fait, qui emporte Maugis, petit bébé. Et donc, il y a un léopard et un lion qui l'attaquent. Donc, il risque de se faire manger, etc. Et, chance incroyable, il ne se fait pas manger. Ce sont le léopard et le lion qui se mangent entre eux. Et donc, Oriande, la fée Oriande, que vous connaissez peut-être, passe par là. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le petit bébé qui est entre deux bêtes sauvages, qui est mal installé, donc Maugis, vous voyez, donc elle lui trouve un petit nom, elle l'embarque avec elle, et elle lui fait son éducation. Elle l'embarque à Rosefleur, donc son château. Elle lui fait son éducation. Donc ça, c'est la chanson de Geste, de façon rigide. Le petit garçon grandit, devient un beau jeune homme, un chevalier, qui apprend plein de choses avec Baudrice, le frère d'Oriande. Il apprend à se battre. Il apprend à devenir un enchanteur aussi également. Et au final, il se promène un jour sur la plage. Donc là, il faut imaginer qu'on est en Sicile, dans le nord de la Sicile, dans la chanson de Geste. Il se promène sur le bord de la plage et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une île volcanique. Ça fait partie des îles Lipari d'ailleurs là-bas. Et cette île volcanique, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette île et tout? Il dit mais c'est une île et là-bas il y a un cheval qui s'appelle Bayard et tout. Et lui dit je le veux. Il va le chercher. Il zigouille un démon qui était là, d'ailleurs un diable qui était là à l'occasion, et il repart avec Bayard. Et après, toute la chanson de Geste évolue, il se retrouve à Tolède, etc. Et il y a moult combats. L'aventure se poursuit. Mais j'ai pas pris ce pli. Le problème de la chanson de Geste, à mon sens, je peux pas la remettre en question, parce que ça fait partie du patrimoine, évidemment, mais c'est très répétitif. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, à partir du moment où quelque chose marchait, on le recopiait encore une fois. Donc le but du jeu, à chaque fois, c'est de dire, il y a un combat, Maugis s'en sort vainqueur, youpi. Il y a un autre combat, Maugis s'en sort vainqueur, etc. Là, je me suis dit, aujourd'hui, là, on n'est plus en 1100, et on n'est plus au 11e, 12e siècle. Donc ça va pas marcher. Si je fais ça, à moins d'avoir la rigueur de dire, je vais faire exactement ce qui est écrit dans la chanson de Jess, ça va pas marcher. Mais raconter une histoire aujourd'hui, on peut pas la raconter de cette manière-là. Ça a tellement vieilli, parfois des histoires d'il y a 100 ans ont déjà énormément vieilli. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment passionner, si on veut vraiment que les jeunes et les autres décident de lire, d'ouvrir un bouquin, eh bien, il faut leur raconter l'histoire comme s'ils regardaient une série à la télévision. Il faut faire concurrence à Netflix. Et donc, le livre va reprendre complètement les codes de la chanson de Geste, mais avec des codes très modernes. Parfois, on est très surpris parce que les personnages, quand ils parlent entre eux, ils parlent comme nous, on parle entre nous. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans la chanson de Jess, ils parlaient entre eux, comme ils parlent entre eux. Ils parlaient entre eux à l'époque. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils emploieraient des termes vieillis, désuets? Alors aujourd'hui, ils parlent comme ils parlent.
Quand ils sont pas contents, ils sont pas contents, ils le disent, ils le font savoir. Et donc l'histoire, elle est beaucoup plus romancée. Donc entre le moment où Mogis disparaît et le moment où il va chercher le cheval, il y a 3 tomes. 3 tomes. Et c'est pour ça qu'en fait toute cette histoire là, elle est beaucoup plus romancée. C'est finalement l'histoire de sa jeunesse, de sa première quête de lui-même, enfin d'être lui-même avant d'être Mogis. Et il a un destin. Et le problème, c'est qu'au début, il subit son destin. Quelque part, au début, on lui laisse pas le choix. Déjà, il se fait enlever. Il a des problèmes avec un géant qui s'appelle Sorgalan. Il se retrouve dans de la forêt. Il y a un oiseau qui lui tourne autour. Il comprend pas trop ce qui lui arrive au début. C'est un enfant. Hein, il est petit. Enfin, il a 11 ans, donc il comprend pas trop. Et il va apprendre autant sur son passé que sur son futur. Mais lui, au début, il subit beaucoup. Comme les enfants subissent, en fait, quelque part. Ils subissent l'éducation qu'on leur donne. Ils n'ont pas vraiment le choix. Et quand il va rencontrer Oriande, il va continuer à subir un petit peu cette éducation. Il va pas avoir le choix de le faire. Et quelque part, en fait, Mogis, dans les livres-là, c'est un petit peu celui qui est un héros, mais malgré lui, parce qu'il n'avait jamais choisi d'être un héros. Alors, il le fait bien, hein, c'est pas un problème, mais par contre, il avait pas forcément décidé de demain d'être un enchanteur et de devenir ce qu'il est devenu. Voilà. Benoît Caron, je vous propose qu'on marque une pause. Avec plaisir. Parce que ça va être l'heure de la chronique et on se retrouve après la chronique. Tout de suite. Pour l'instant, nous sommes toujours en studio avec Benoît Caron pour son cycle de Mogis dont les 2 premiers tomes sont sortis. Le 3e tome est à paraître en 2025. Le premier tome a été adapté en format jeunesse avec des illustrations. Tout ça, on vous le fera gagner. Bon, pas le 3e tome qui n'est pas sorti, évidemment. On vous le fera gagner tout à l'heure via les réseaux sociaux, donc restez à l'écoute. Donc rebonjour Benoît Caron. Rebonjour Morgane. On a parlé un peu de ce qu'il y a dans ce livre, du rapport avec la chanson de geste de Mogis, de votre volonté de mélanger les légendes ardennaises, toute l'atmosphère des Ardennes avec cette histoire de Mogis. Je voudrais qu'on parle un peu maintenant de comment vous en êtes venu à l'écriture. Pourquoi écrire et je sais pas, pourquoi ne pas avoir décidé de faire du court-métrage, une fiction radio. Pourquoi l'écriture ? Alors, j'ai essayé le court-métrage aussi, en fait. Je me suis testé à plein de choses. Le court-métrage, pourquoi pas, c'était pas mal. D'ailleurs, on avait emprunté le matériel de RCF à l'époque. On en parlait tout à l'heure en antenne. Donc, on avait eu l'écriture. Alors, le principe de l'écriture, c'est que ça vous permet de créer véritablement sans limite de budget. Quand vous faites un film, tout de suite, si vous voulez faire des choses un peu impressionnantes, le budget vient carrément gréver votre ambition. Donc, faites des choses qui sont relativement modestes. Et là, l'avantage, c'est que quand on écrit, il n'y a que l'imagination. Et l'imagination, c'est gratuit. L'imagination, on peut la faire et la développer comme on veut. Et donc, j'ai choisi ce média. C'est vrai qu'en radio, on peut passer en podcast, on peut lire les livres. En podcast, c'est possible aussi. Mais j'ai choisi ce média parce que, quelque part, en fait, on avait encore la possibilité de pouvoir... Puis bon, historiquement parlant, c'est une vraie coutume. On raconte des livres, on raconte des histoires dans les livres, quoi. Donc c'est pour ça que je me sentais vraiment à l'aise avec ce média qu'est le livre. J'ai essayé aussi la peinture et le dessin. Ça donnait des résultats assez médiocres. Donc ce n'est pas vous qui avez illustré les livres ? Non, parce que sinon ça aurait été beaucoup moins bien. Si vous aimez les petits bonhommes bâtons, ça aurait été moi en fait. Mais non, là pour le coup, j'ai eu un petit coup de main. Un petit coup de main de qui ? Allons-y, disons-le. Alors, c'est une excellente question. Alors, c'est une question qui est très polémique, si vous voulez savoir. C'est l'intelligence artificielle. Ouais, exactement. C'est très polémique et moi, ça me pose un problème aussi. Alors, c'est un peu embêtant parce que je vous coupe parce qu'il faut préciser peut-être aux auditeurs pourquoi c'est polémique. C'est-à-dire que les intelligences artificielles de production d'illustration sont entraînés par leurs créateurs, c'est-à-dire qu'ils chargent à l'intérieur des centaines de milliers, de milliards d'images dans lesquelles vont piocher les intelligences artificielles pour créer leur propre image, sauf que, bien sûr, les images qui ont été mises à l'intérieur comme stock, en fait, sont sous droit d'auteur. Voilà. Et donc, c'est toute la question des droits d'auteur. On a piqué mon image, etc. Alors, c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs quand on dessine ou quand on écrit. En fait, on va piquer, parce qu'on lit. Bon, je lis énormément de livres et je présume que moi, tout comme d'autres auteurs, en fait, on va piocher un peu partout. On va malaxer un petit peu tout ça et puis ressortir avec le processus d'écriture, ressortir tout de façon nouvelle.
Mais je doute que l'on soit vraiment capable d'être parfois plus fort que l'IA pour créer quelque chose de nouveau. Alors je dis, c'est très polémique. Hein. Écrire un livre, ça, c'est un humain qui le fera. Parce que les livres écrits par IA, c'est une catastrophe. Ça n'a aucun sens. On peut donner à une IA un texte qu'elle va résumer. Ok, très bien. Par contre, en ce qui concerne le fait d'écrire, c'est pas possible. Donc les livres sont écrits évidemment totalement à la main. Par contre, pour les illustrations, je crois que je suis tombé sous le charme. Je suis un ancien gamer, codeur de longue date. Et quand j'étais tout petit, j'avais eu envie de créer une IA. Et j'étais dans les années 80, à l'époque, il n'y avait que des Thomson TO8 pour le faire. Et forcément, les compétences et les capacités de l'ordinateur étaient tellement réduites que je n'ai pas pu aller très loin. Mais c'était fonctionnel quand même, ça parlait. Bon, c'était déjà pas mal. Et évidemment, quand les IA sont arrivées, je suis tombé sous le charme. J'ai trouvé ça très intéressant. Bon, pour le texte, non. Mais pour les images, ça donne corps à votre texte. C'est que quand vous avez imaginé quelque chose et que à la 50e fois, vous arrivez, l'IA vous fait quelque chose qui ressemble exactement à ce que vous pensiez, il y a un processus qui est magique. Mais moi, ça me pose un problème, parce que autant c'est super, les couvertures sont très sympas, etc. On voit Bayard, hein, on voit Guilhem, donc le héros, on voit Mogis, on les rencontre vraiment. Le problème, c'est la concurrence qui peut y avoir vis-à-vis des graphistes et des professionnels de ce métier. Donc je suis pas trop inquiet pour les auteurs et pour les écrivains, ça pas du tout. Mais par contre, je suis un peu inquiet pour les graphistes parce que pour naviguer un petit peu dans ce monde-là, si je sais pas dessiner, par contre, j'adore regarder ce qui est fait. En fait, l'IA est partout maintenant en termes de graphisme. Et on ne peut pas imaginer un projet comme celui du cycle de Mogis qui s'adresse aux Ardennais, à l'Ardenne, et qui tient ses racines dans l'Ardenne, donc dans le local, sans faire appel à des gens locaux. Vous voyez, ça me pose un vrai problème. Mais du coup, pourquoi ne pas avoir fait appel à des illustrateurs ? Parce que je suis pressé. Il fallait que ça sorte. Et il fallait que le premier tome sorte. Et j'ai voulu tester, en fait, quelque part, ça a été un test. Le premier tome est sorti, le deuxième est sorti dans la foulée. Tout était prêt et les illustrations étaient là. Mais je lance un appel, d'ailleurs j'en ai déjà parlé autour de moi. On fera une édition qui sera 100% locale. C'est-à-dire que ça sera écrit par un Ardennais. Et ça sera comment dire, illustré par des Ardennais. C'est extrêmement important. Parce que si à un moment donné ces livres sortent du département, si d'autres les lisent pour justement garder un souvenir des Ardennes parce qu'ils sont touristes, etc. Parce qu'on va les trouver en office de tourisme. J'ai déjà été en contact avec eux justement pour que quand on vient dans les Ardennes, on parte avec des choses qui ont été écrites ici et qui parlent d'ici. Eh bien, il faut que ce soit des artistes locaux qui le fassent. Ouais, ça me pose un problème. Alors c'est très joli, hein, je suis très content. Mais finalement, on finira par faire une édition complète avec des artistes locaux. Donc pour les artistes locaux, il faut attendre l'édition complète ou ça commence au tome 3 qui sort en 2025 ? Non, le tome 3 continue à rester avec des illustrations qui sont faites par intelligence artificielle. Par contre, on fera une édition spécifique. Enfin, une édition spécifique qu'on valorisera de manière spécifique. Donc je prendrai les contacts avec les graphistes qui voudront bien faire partie du projet. Alors, ça ne sera pas du genre, je vous commande une illustration, ça sera plutôt on monte un projet commun. Je crois que c'est mieux et je crois que c'est plus en phase avec le projet du cycle de Mogis, je pense. Voilà. Donc, sinon, par rapport au processus de lecture, d'écriture dont on parlait tout à l'heure, comment ça se passe ? Vous avez une trame, une sorte de squelette que vous imaginez. Et ce squelette va un peu du début jusqu'à la fin de votre œuvre, de votre roman. Et puis, un peu comme un arbre qui en hiver n'a pas de feuilles, petit à petit, vous rajoutez des branches, vous rajoutez des feuilles, vous rajoutez de la mousse, vous rajoutez des oiseaux à droite, à gauche, etc. Petit à petit, ce squelette, en fait, il prend vie. Et vous créez des histoires parallèles, vous créez une branche supplémentaire, etc. Et c'est comme ça que ça va. Après, d'autres, une technique un peu différente de la mienne, certains écrivent beaucoup, notent beaucoup de choses. Et moi, je suis parti du principe qu'il fallait que j'ai tout en tête. C'est-à-dire que je pars du principe que je dois toujours avoir la suite en tête et je l'imagine tout le temps. C'est un petit peu comme une charge mentale permanente qui me permet de me dire je suis dans l'histoire et l'histoire se construit d'elle-même. Finalement, je suis qu'un vecteur. Je n'ai pas l'impression d'écrire l'histoire, j'ai l'impression que l'histoire s'écrit d'elle-même et que je ne fais que la retranscrire, la mettre noir sur blanc sur le papier. Il faut quand même dire quelque chose aux auditeurs, c'est que le premier tome est tout petit.
Oui. Vous disiez tout à l'heure une centaine de pages, et le deuxième tome a complètement explosé. On est à un peu plus de 200 pages. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier tome avait été écrit dans le cadre d'un concours, donc j'avais été lauréat, donc je voulais pas dépasser les 110 pages. Et donc c'est pour ça qu'il a une forme de conte quelque part. Il ne devait pas avoir forcément de suite à l'époque. Et puis et donc il n'était pas très long. Mais même s'il est assez complet, à mon sens, il fallait évidemment une suite. D'ailleurs, si vous lisez le livre, vous allez voir arriver à la fin, forcément, vous allez dire c'est que le début. Et donc en effet, ce n'est que le début. Premier tome, une centaine de pages. Deuxième tome, un peu plus de 200 pages. Troisième tome, plus de 300 pages. Et quatrième tome, il en fera plus de 400 aussi également. En fait, on monte en gamme. Cinquième tome, 500 pages. Sixième tome, 600 pages. Ça se voit aussi, Morgane, par rapport au nombre de personnages qu'il y a dedans. En fait, dans le premier tome, vous avez une dizaine de personnages. Dans le deuxième, vous avez plus de 20. Et dans le troisième, vous avez encore plus de personnages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'histoire s'étoffe. Elle prend corps dans l'histoire. Voilà. Donc le tome 2 a été plus long à écrire que le tome 1. Oui, bien sûr. Oui, le tome 1, c'est quelque chose qu'ils écrivent en une semaine, ça, sur une centaine de pages. Très motivé, une semaine, oui. Allez, on va dire 10 jours. 10 gros jours. Mais le deuxième, oui, c'est beaucoup plus long. Alors, le problème, c'est qu'il y a l'écriture, c'est une chose. C'est comme la trame. Hein. La trame, vous l'avez. L'écriture, c'est une chose. Ensuite, il y a la relecture. Là, c'est le début des ennuis. Pourquoi ? Bien, parce que vous faites énormément de fautes. Généralement, c'est rare d'avoir un premier jet qui soit totalement, qui n'ait pas de faute du tout, que ce soit de la grammaire, de l'orthographe ou même de la syntaxe ou de la sémantique. Il y a toujours beaucoup de fautes et puis on a toujours envie de revenir dessus et que ça corresponde exactement à ce que vous vouliez faire. Et donc, en fait, vous avez, quand vous écrivez, généralement, vous relisez le dernier paragraphe. Et en fait, vous finissez le dernier paragraphe, vous relisez le dernier paragraphe. Ensuite, quand vous finissez une page, vous relisez toute la page. Ensuite, quand vous finissez un chapitre, vous relisez tout le chapitre. Et après, vous relisez le livre une fois, 2 fois, 3 fois. Vous recorrigez à chaque fois. Et ça, évidemment, ça triple le temps de création du livre. C'est quelque chose que vous aimez ou c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire ? Écrire ? Les corrections. Les corrections ? Ah oui. Alors, c'est un vrai problème parce que dès que je me mets dedans, ça peut prendre des heures, c'est très long en fait. Hein. Il faut me sortir de corrections. Non, j'adore corriger. C'est aussi important, à mon sens, que l'œuvre initiale. En fait, ce n'est pas chronologique la manière dont ça arrive une œuvre. Ça apparaît, ça apparaît de façon un peu particulière. C'est que vous avez déjà une trame et après petit à petit les choses s'étoffent autour. Et donc la dernière relecture est aussi importante que le premier jet et la trame. Et ensuite, alors je sais que certains auteurs font lire à d'autres. Et ensuite recorrigent sur les avis qu'on leur a donnés. C'est quelque chose que vous avez fait. Oui, également, ouais. Oui, j'ai fait. On a toujours des bêta lecteurs. Alors ils m'ont pas forcément fait de retour tel que je les imaginais, mais j'ai un très bon retour. D'ailleurs, qui m'a fait très très plaisir d'un monsieur dont j'ai envie de parler, qui s'appelle Quentin, en fait, qui fait l'art du fer. Il était présent d'ailleurs au De Villarden. Et il avait fait un tyrannosaure tout en métal, un truc très très joli, etc. Et donc on a échangé, etc. Il m'a fait un très très bon retour par rapport au premier tome, et qui m'a permis aussi d'envisager dans la prochaine édition des petites modifications également. Mais là, généralement, on a toujours eu des proches qui sont les bêta-lecteurs. Quand vous avez écrit ce premier tome, dans le cadre de ce concours, vous saviez déjà que vous vouliez l'éditer ou pas encore ? Alors, non, je ne pensais pas éditer, non. Non, c'était pas forcément un projet. Alors, je dis oui et je dis un non. C'est un oui et non parce que l'idée de créer une sorte de saga sur le thème de l'Ardenne et des personnages qui sont dedans, des vrais héros et puis des anti-héros aussi également. C'était quelque chose qui me trottait en tête depuis vraiment très longtemps. J'ai commencé à écrire en 90 à peu près, donc ça fait 34 ans maintenant. Et j'avais été édité une première fois par la Société des écrivains ardennais en 94 dans le cadre de l'anthologie, mais c'était des poèmes. Je ne sais pas pourquoi je leur avais pas donné autre chose que des poèmes. J'avais des nouvelles pourtant qui étaient toutes prêtes. Je leur donnais des poèmes et puis voilà. Après depuis 94, non, je n'ai pas édité non plus. Mais du coup, comment si vous ne pensiez pas spécialement éditer ce premier tome, à quel moment vous vous êtes dit bon, c'est bon, j'y vais ? Alors, parce que j'ai été poussé par quelqu'un qui écrit et qui s'appelle Thierry Blin, d'ailleurs, pour
cacher, c'est mon patron. On travaille ensemble. Je suis orienté formation santé, en fait, grâce à lui d'ailleurs. Et donc, lui édite pas mal de livres qui sont pour les kinésithérapeutes. Il a un succès terrible d'ailleurs auprès des kinés. C'est impressionnant, en fait. Il est très, très écouté. Il m'a dit, pourquoi tu fais pas pareil, toi, t'écris plein de trucs et tout, pourquoi tu n'essayes pas d'éditer? J'ai jamais essayé, mais alors il m'a montré, voilà, il m'a expliqué, il m'a montré que c'était pas si dur, que c'était pas si compliqué, et que c'était tout à fait faisable d'être édité sans forcément dépenser des sommes astronomiques. Voilà, il est très intelligent et très malin, en fait. Voilà. Vous n'avez pas cherché de maison d'édition? Non. Il faut dire aux auditeurs que du coup, vous êtes auto-édité. Oui. Et vous n'avez pas cherché de maison d'édition? Non, parce que je suis pressé. Alors ça, c'est un vrai problème, parce que quand j'ai un projet, faut que ça marche tout de suite. Et là, autant je suis assez 30 ans avec tous les textes que j'avais écrits, autant à partir du moment où j'ai dit allez go, le go il a été, mais c'était irrépressible. Hein. Donc lui m'a montré comment fonctionnait l'auto-édition. Alors pour expliquer un petit peu comment ça passe l'auto-édition, en fait, il y a une structure qui s'appelle KDP, qui est une structure internationale, et qui propose en fait d'éditer pratiquement livre par livre, en fait. Donc vous avez besoin de 50 livres, il va vous éditer 50 livres. Et ils sont en lien avec des structures de vente internationales, comme Amazon par exemple. Et donc vous pouvez tout à fait acheter les bouquins sur Amazon. Donc c'est bien, mais pas assez. C'est pour ça que j'ai rencontré la librairie Rimbaud il y a quelques jours, et que je leur ai demandé s'il était possible de leur proposer les livres. Ils l'ont accepté, malgré le fait qu'on soit aussi distribué chez Amazon, et c'est compréhensible parce qu'il y a une concurrence qui se fait également en termes de livres. Et donc, d'ici une dizaine de jours, on trouvera les éditions chez Rimbaud, la librairie Rimbaud à Charleville. Hop, un peu de pub en passant. Et on le trouve où d'autre, ce livre, du coup? Vous avez déjà démarché d'autres librairies? Alors, on est au tout début, hein, parce que les deux premiers tomes sont sortis pratiquement en même temps. Donc, alors, oui et non. J'ai démarché, oui, mais alors l'idée, ça serait de les mettre justement en dépôt-vente déjà dans les offices de tourisme. Et puis dans certains endroits qui sont orientés tourisme. Alors c'est bizarre, hein, cette idée mais le but du jeu, c'est quand même de faire connaître la matière de l'Ardenne à des personnes qui ne sont pas ardennais. Alors aux Ardennais aussi, hein, je les encourage qui nous écoutent là à lire, à se documenter sur parce qu'il y a beaucoup d'Ardennais qui ne connaissent pas leur légende. Ils vont voir qu'il y a des choses incroyables en termes de légende, et donc de les lire. C'est super important. Il n'y a pas que moi qui écris dessus, il y a plein de gens qui ont écrit dessus sur ces légendes. Et c'est super important parce que ça fait partie de leur patrimoine, et il ne faut pas le perdre, ce patrimoine, au même titre que le patois, que les patois qu'on trouve dans les Ardennes. C'est super important. Donc, le plus important, c'était pour moi de dire, allez, des touristes viennent dans les Ardennes, ils viennent à Montarmé, par exemple, ou ailleurs, à Charleville, et ils veulent repartir avec un roman, ou lire le roman pendant leurs vacances. Eh bien, ça, c'est l'idée. Et là, ils vont découvrir ces légendes-là. En plus, c'est facile d'accès. Parce que souvent, quand on écrit un livre sur des légendes, etc., bon, c'est pas forcément facile d'accès. Donc là, l'idée, c'est de lire un livre où, dès qu'on a lu la première ligne, on a envie de lire jusqu'au bout. Voilà, c'était vraiment ça, avec une vraie histoire, avec quelque chose, des rebondissements, avec de l'aventure, etc., etc. Et accessible aux jeunes, puisqu'il existe une version jeunesse. Oui, un peu plus grande, un peu plus jeune, un peu plus format album, quoi. Voilà, album pour les enfants, tout à fait. Pourquoi avoir décidé de faire un format album pour les enfants et pas d'orienter la communication du tome 1 également comme un livre accessible aux jeunes? Parce que le conte en lui-même, je l'ai senti très bien allé pour les enfants. Donc c'était pas très méchant. Bon, après, ça se gâte un peu. Hein. Bon, vous savez, l'histoire du Moyen Âge, c'est jamais très très glorieux. Il y a beaucoup de sang. Voilà, beaucoup de bastons. Beaucoup de bastons. Ça s'étripe à longueur de journée. Et donc, je me suis dit, pour les enfants, ça va pas être simple. Mais par contre, le premier, quand je l'ai relu plusieurs fois, je me suis dit, mais finalement, il passera très bien pour les enfants. Ça fait un conte qu'on pourrait lire. Donc, j'ai testé dans ma famille, je l'ai donné aux enfants pour voir un petit peu ce qu'ils en disaient, etc. Et ça leur plaisait très bien. Et l'histoire leur plaisait très bien. Donc, on est face à un livre qui plaît aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Et donc, c'est pour ça que ce format-là, qui est un petit peu plus grand, correspondrait bien à des enfants de 8-10 ans, en fait. Qui ont l'âge, d'ailleurs, de Guilhem, qui est le personnage central. Mais le fait, parce que tout à l'heure, vous disiez que finalement, quand on arrive à la fin du tome 1, on se dit, mais c'est le début. Ça n'a pas dérangé les enfants? Ou charge aux parents d'inventer la suite? Non, c'est pas dérangeant. Je pense que l'adulte va se dire, il y a une suite. Je pense que l'enfant, pour lui, c'est fini. C'est possible, ouais. Parce que pour lui, c'est la naissance on quitte l'enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on parlait tout à l'heure de roman initiatique.
de parcours initiatique, eh bien c'est ça en fait. Je pense que l'enfance, d'ailleurs c'est le cas, ça s'arrête là, à ce moment-là. Et Maugis, voilà. On passe de l'enfant, de la vie tranquille de l'enfant à Maugis la légende. C'est ça. C'est l'enfant et ses rêves, l'enfant et ses idées. Enfin, il a des choses inaccessibles. En fait, il veut des choses inaccessibles qui ne sont pas de l'ordre de ce que désire un adulte. Lui, il a ses propres rêves. Lui, Guilhem, lui, il est attiré par un oiseau. On le voit d'ailleurs dès la couverture. C'est un oiseau. Il chante. Voilà, quand il est en cours à l'Académie d'Aigremont, en fait, il est sagement en cours. Bah, lui, il regarde l'oiseau qui est en dehors de la classe. Il le suit et il est complètement obsédé par cet oiseau. Et du coup, aussi complètement obsédé par Froidmont, qui est une forêt. Alors, la forêt de Froidmont est à côté de Tis. C'est une forêt, je vous invite à aller la visiter. Il y a des choses gallo-romaines aussi là-bas. Il y a des dolmens. C'est très, très intéressant. C'est une très, très belle forêt, mais elle est froide. En fait, c'est assez curieux parce que j'ai toujours l'impression qu'elle était froide, cette forêt. Pour bien son nom. Et lui, Guilhem est attiré par cette forêt. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt, justement, qui l'attire autant et cet oiseau là, qui essaie toujours de l'attirer dans cette forêt. Et ses parents veulent pas, ça c'est hors de question. Donc réponse dans les livres. Réponse dans le tome 1. Dans le tome 1. Voilà, dans le tome 2, on suit plutôt plutôt Maugis, en fait. Et puis la suite. Puis après, vous comprendrez le lien qu'il y a entre les deux. Avec cette fameuse Oriande aussi, cette fameuse fée. Alors, je pense que vous connaissez la fée Oriande qui est associée à Maugis. Hein, et là, je l'ai dépeinte comme elle est complètement binaire, en fait. Elle a un vrai problème, elle a un trouble bipolaire profond. Mais le problème, chez un individu normal, ça va, ça passe. Mais chez une fée, c'est très compliqué. Très compliqué. Quand on a les pouvoirs d'Oriande. Alors, c'est vrai que dans la chanson de geste, elle n'a pas beaucoup de pouvoir. Hein, elle est plutôt en train de pleurer. Alors moi, je suis un peu plus féministe, alors j'ai tendance à me dire, pourquoi est-ce que la fée, elle n'aurait pas plus de pouvoir que ça, etc. Et en fait, je me suis aperçu à la fin du 3e tome, enfin, je ne suis pas tout à fait à la fin du 3e tome, mais je suis aux 2/3. Je me suis dit, c'est un roman où les femmes sont très présentes. Et au Moyen-Âge, les femmes étaient très présentes aussi, également. Et donc, Oriande a un rôle très important et très central. Et surtout, elle a des idées, elle a une volonté de faire. Donc, quand c'est elle qui décide, c'est elle qui décide, quoi. Et pareil pour pour Alix d'Aigremont, qui est la duchesse d'Aigremont également. Cette personne a beaucoup de volonté. C'est le cas d'Aveline, il y a un autre personnage qui s'appelle Aveline et qui a énormément de volonté. Voilà. Donc, si les auditeurs sont intéressés, ils trouvent ces livres à la librairie Rimbaud de Charleville-Mézières. Dans 10 jours. Dans 10 jours, mais si jamais l'interview est rediffusée, nous sommes en direct le 3 avril. Oui, c'est vrai. Bientôt aussi dans les offices de tourisme. Oui, également. Oui, et puis sur la page Facebook de Bouton, puisqu'on fait gagner des exemplaires. Bonne idée. Un lot de tome 1, tome 2, un deuxième lot de tome 1, tome 2 et un exemplaire du jeunesse. Oui. Ce sera un tirage au sort. La publication n'a pas encore été faite, chers auditeurs, donc ne vous bousculez pas. Elle sera faite, mais cet après-midi. Restez en lien avec nous, restez à l'écoute de Bouton. Tout sera sur Facebook cet après-midi. Merci beaucoup, Benoît Caron, d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Non, une dernière question avant. Quels sont vos autres projets ? Est-ce que vous en avez d'autres projets de romans, mais qui ne seraient pas en lien avec Maugis ? Alors, il y a d'autres livres qui ont été édités aussi, dont un qui s'appelle De Ténébris, qui est un recueil de nouvelles. Alors, par contre, c'est très ancien, ça date de 93, 94, 95. Les fameuses nouvelles que vous n'avez pas données à la Société des écrivains. C'est une bonne mémoire. N'est-ce pas ? Non, c'est vrai que c'est des nouvelles que je n'aurais pas données. Et donc là, je les ai éditées. Donc, il y a Des Ténébris et des Lux également. Donc, De la lumière et des ténèbres. En fait, c'est un parcours initiatique entre la lumière et les ténèbres, etc. Donc, c'est très... Voilà, j'avais 30 ans de moins, donc ça sera à prendre avec des pincettes, mais c'est assez sympa. Comme autre projet, terminer ça et le terminer correctement. Voilà, et puis faire que le cycle de Maugis soit connu, soit lu, et mais on en apprenne encore plus sur les Ardennes et leurs légendes. Merci beaucoup, Benoît Caron, d'avoir été avec nous.